Bonjour à tous et bienvenue dans La Voix du Citoyen. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de rencontrer Valérie Six. Bonjour Valérie Six. Bonjour Simone. Alors, merci déjà d'avoir accepté cette invitation. Écoute, c'est avec grand plaisir que je suis avec vous. On est entouré des animaux et de la forêt, la petite forêt ouaskalienne. Un plaisir d'être dans un bel environnement. Bon, ouais, super. Ouais, tout à fait. Alors, pour commencer, Valérie Six, pour les gens qui ne vous connaissent pas ou qui vous connaissent peu, on pense notamment aux plus jeunes ou à ceux qui vont voter donc, pour la première fois. Ou à ceux qui sont un peu plus éloignés des sujets politiques. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots ? Alors, d'abord, je m'appelle Valérie Six. Je suis tout d'abord mère de 3 enfants. C'est important de dire parce que pour moi, la famille a de l'importance. Donc, je suis mère de 3 enfants. Et j'ai commencé ma vie politique en même temps que mon métier, puisque je suis pharmacienne. Et j'ai donc eu toujours plaisir à être d'ailleurs en contact avec les gens. Et en étant dans l'associatif, je suis par ce biais-là entrée en politique en 2001. Donc ça fait déjà un petit bout de temps que je fais de la politique locale, puisque j'ai été élue pendant 20 ans sur la ville de Croix. Et après cela, j'ai un petit peu gravi les échelons, comme on peut dire, de par les différentes missions qui m'ont été confiées. Et d'abord me suis occupée de tout ce qui était insertion sociale, insertion professionnelle. J'ai été présidente de la mission locale du territoire de la circonscription pendant presque tous mes mandats politiques locaux. Et après, voulant m'occuper de l'emploi et de l'insertion professionnelle, je me suis occupée du développement économique parce qu'il faut chercher aussi des entreprises qui vont employer les gens. Et puis après, pour que les entreprises s'installent, il faut aussi qu'il y ait de l'aménagement du territoire. Après, il faut aussi de la politique de la ville. Enfin voilà, conclusion, je me suis occupée de pas mal de choses au niveau local. Et après, je suis rentrée aussi dans le conseil régional en 2015 avec Xavier Bertrand sur la commission au travail. Donc je suis restée toujours sur des sujets qui étaient pour moi des valeurs importantes, le travail, l'insertion professionnelle et la santé, puisque étant pharmacienne, les sujets pouvaient m'importer et ce sont aussi des compétences que l'on trouve au niveau de la région. En 2020, Francis Vercamer, qui était député de la circonscription, repasse devant les citoyens pour être élu maire. Il est élu maire et je deviens, étant sa suppléante, députée le 23 juin 2020. Et c'est à partir de là que depuis 2 ans, j'exerce ce beau mandat de députée à l'Assemblée nationale. Donc une grosse expérience sur le terrain, une expérience au niveau politique. Oui. Alors quel bilan vous faites de ces 2 dernières années passées sur les bancs de l'Assemblée nationale ? Alors, je vais dire un bilan riche parce que en fait, ça a été un bilan, c'était un travail d'abord nouveau, puisque je découvrais l'Assemblée nationale, je n'avais jamais été députée. Et là, donc je découvre l'Assemblée et je prends ma première question au gouvernement, parce que quand vous êtes élu, il y a une sorte de tradition, c'est que quand vous arrivez dans un groupe, la première chose qu'on vous dit, c'est vous qui allez poser la question au gouvernement le premier mardi, où vous allez commencer votre mission de député. Et là, ma première question, ça a été, c'était Monsieur Véran, qu'est-ce qu'on fait ? On a des cartouches de protoxyde d'azote qui jonchent les caniveaux. Ça avait été votre premier... Ma première question. Okay. Pourquoi ? Parce que j'étais élue de terrain. On savait que dans le Nord, les maires ne savaient plus comment faire pour faire. Ils faisaient des arrêtés, certains, mais il leur fallait une loi qui permette de légiférer pour que les forces de police puissent agir. Et puis, il faut surtout dire que ceux qui utilisent ce produit sont des victimes. Donc en plus, il fallait travailler sur la prévention et éviter que ces personnes, parce que beaucoup ne savaient pas que c'était aussi dangereux. Alors, protoxyde d'azote, gaz hilarant, c'est quoi exactement ? Alors, ce sont des petites cartouches qui, en fait, sont des cartouches de protoxyde d'azote, des petites cartouches qui sont utilisées pour faire de la chantilly, donc rien à voir, c'est juste pour un aspect culinaire. Les Français aiment bien faire la cuisine et ils ont le droit de prendre de la chantilly.
Sauf que là, c'est un usage détourné d'un produit D'accord. qui est utilisé en étant inhalé avec un ballon et qui a un effet euphorisant, mais qui a aussi un effet addictif et qui entraîne des lésions neurologiques et des lésions très graves. Et c'était la raison pour laquelle moi j'étais évidemment, en étant pharmacienne, la première à m'intéresser à ce genre de dérive. D'accord. Il y a un autre texte que vous avez enrichi, celui sur la protection de l'enfance. Ah oui. Vous en faites référence sur votre bilan, qui selon vous manquait d'ambition et ne constituait pas une véritable réforme de la protection de l'enfance. Oui, parce qu'en fait, c'est un sujet important. J'ai évidemment voté cette loi parce que la protection de l'enfance, c'est quelque chose d'important. J'aurais voulu un peu plus. J'ai réussi à faire passer un amendement concernant le fait qu'un enfant puisse avoir, quand il y a des conflits, hein, bien sûr, d'avoir un avocat. C'est-à-dire qu'il puisse avoir quelqu'un qui puisse le représenter. C'était quelque chose sur lequel je pense qu'il fallait avoir aussi le droit de l'enfant qui soit pris en compte dans la jurisprudence. Alors pourquoi je dis que c'est peu, c'est que je pense que tous ces enfants de l'ASE, il y a encore beaucoup de choses à faire. Et je pense qu'on n'a pas encore traité, j'ai envie de dire, toute cette problématique, et j'espère qu'on reviendra. Et c'est pour ça que j'ai envie d'être élue pour continuer à travailler sur la protection de l'enfant. Vous avez commencé des choses et vous voulez continuer votre travail. Oui, le droit de l'enfant. Vous avez déposé aussi une proposition de loi afin de développer la pratique de ces ventes de vêtements d'occasion entre particuliers. Oui, tout à fait. Là encore, ça vient d'une expérience de terrain. Vous voyez bien que maintenant, on peut mettre nos vêtements en vente sur des plateformes. Oui. Donc, et ça, on peut aller vendre nos vêtements en seconde main, nos vêtements d'occasion, une fois, deux fois, trois fois. Enfin, vous pouvez vendre le nombre de fois que vous voulez vos vêtements. Or, si demain vous voulez faire un vide-grenier chez vous, vous n'avez le droit d'en faire que 2. La loi ne vous interdit, vous pouvez en faire que 2. Donc moi je me suis dit, il y a quelque chose qu'il faut adapter, c'est pas possible. Donc il faut laisser les gens faire plus de braderie, plus de vide-grenier, et donc d'enlever cette norme administrative qui permettrait justement de vendre ces produits. Et c'est dans l'air du temps de pouvoir faire du recyclage de vêtements. Et je vais même plus loin, parce que si je suis élue, je voudrais travailler aussi sur comment on travaille, peut-être sur des taux de TVA dégressifs ou pas, sur les secondes mains, troisième main, quatrième main, parce que ces vêtements, le but c'est qu'on puisse aussi faciliter le recyclage et la réutilisation des vêtements. Il y a un objectif on pourrait écologique. Le faire peut-être même sur d'autres produits. Oui. Hein, voilà. Il y a un objectif écologique oui, bien derrière. Sûr, okay. bien sûr. Alors on va attaquer maintenant la priorité, le projet pour ces 5 prochaines années. On a vu tout ça, encore une fois, hein, toutes les belles plaquettes, ça, me permet. Le bilan. Voilà, le bilan, voilà. Tout ça, on a vu. Et ça, c'est le programme. Et voilà, le programme. Et le programme, effectivement, alors moi je l'ai récupéré sur le site internet. Hein, il y a plusieurs points, plusieurs priorités. On va commencer, si vous voulez bien, et là vous le dites vous-même dans la publication que j'ai vue. Nous sommes tous impactés par l'augmentation générale des prix que connaît notre pays. Le prix des carburants explose, le pouvoir d'achat est en berne, le quotidien des Français se détériore fortement. Alors concrètement, Valérie Six, que proposez-vous pour défendre le pouvoir d'achat des Français? Alors actuellement, il faut bien comprendre qu'on a un taux d'inflation qui augmente de manière conséquente, hein, et qu'on va se retrouver à avoir un pouvoir d'achat qui va être de toute façon totalement impacté, qu'il l'est déjà d'ailleurs. Hein. Donc moi je pense que pendant toute cette durée, ce temps, en espérant que de toute façon les choses aillent mieux, parce qu'il faudrait quand même imaginer que les choses aillent mieux, eh bien il faut absolument que l'État puisse prendre en charge des choses sur lesquelles on peut agir, c'est-à-dire les taxes. Il y a des taxes sur l'électricité, il y a des taxes sur l'essence. Moi je demande que pendant la période, tant qu'on n'est pas arrivé à un certain taux, quand l'inflation reviendra à son terme, il faut qu'on ait une possibilité d'avoir une prise en charge par l'État des taxes sur les taxes sur l'électricité, taxes sur l'essence. Ça me semble vraiment très important. Après, je pourrais vous parler aussi d'un autre sujet, c'est les retraites. Je pense que les retraites doivent être aussi indexées au coût de la vie. C'est indispensable. Les retraités ont été, j'ai envie de dire, les moins bien lotis pendant le mandat précédent. Oulala. Et je pense qu'il est important qu'il y ait d'abord la revalorisation de la pension de réversion. Ça, c'est super important. Ça, j'étais très très souvent... j'ai beaucoup de personnes à la circonscription qui sont venues me voir sur ces sujets-là. Et la deuxième chose, c'est l'indexation de la retraite. Je pense que c'est une nécessité pour beaucoup de retraités. Le système de santé. Défendre le système de santé. Le système de santé. Alors le système de santé, vous vous doutez que moi, étant pharmacienne, c'est pas quelque chose que j'ai laissé sur le côté. Alors il faut être en responsabilité.
Alors, la responsabilité, c'est de dire aussi, si je me mettais à la place du gouvernement, comment je ferais, hein. Il faut toujours réfléchir, il ne faut pas avoir un avis tranché en disant tout ce qu'ils font, c'est pas bien. Il est vrai que pendant la crise Covid, les dépenses qui ont eu lieu pour le Covid étaient nécessaires. Je ne reviens pas là-dessus. Par contre, moi, c'est sur le système en profondeur de la santé que je voudrais revoir. Pourquoi je voudrais revoir? Parce que, d'abord, pour plusieurs raisons. Je pense qu'il est trop centralisé. À mon avis, mon groupe défend, et je suis la première à le dire aussi, que le pouvoir est trop centralisé et qu'il y a des... Nous sommes, par exemple, la région, en France, qui a le taux de mortalité le plus important. D'accord. On a des maladies, les maladies cardiaques, les maladies, le diabète, etc. Ce sont des maladies qui impactent énormément notre région. D'accord. Ce qui veut dire que pour avoir la même chose d'une région à l'autre, c'est-à-dire les mêmes objectifs, parfois il va falloir donner plus pour un même résultat. Et ça, c'est important ce que je dis. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas fait. D'accord. Deuxièmement, en Allemagne, vous avez 27% de moins de charges administratives dans les hôpitaux par rapport aux hôpitaux. Donc sur la santé en France, on a aussi, on doit pouvoir améliorer les choses. Alors c'est une responsabilité à prendre à chaque niveau, c'est-à-dire qu'il y a un moment, il y a des responsabilités à prendre et pas une réunion à faire à chaque fois pour dire bon, qui prend la responsabilité. Parce qu'en fait, il y a des lourdeurs administratives trop importantes et ça, je pense que c'est important. Ensuite, on a, je trouve que l'on cloisonne trop la médecine publique et la médecine privée. On a vu pendant le temps du Covid que quand il fallait, on était tous ensemble prêts à se mobiliser et on enlevait justement des freins. Ces barrières. Et ça, ces barrières, il faudrait qu'elles n'existent plus. J'ai essayé de les défendre parce que, vous savez, chaque année, quand on est à la commission affaires sociales, on vote pour la loi de finances de la sécurité sociale. Donc moi, j'ai essayé de dire, ce qu'on avait fait, la norme qu'on avait enlevée sur tel ou tel métier, pourquoi on ne continue pas à l'enlever? On devrait. Je ne vais pas rentrer dans le détail de chacune des professionnels de santé. Et voilà, je pense qu'on a eu un exemple, on a vécu des exemples qui auraient pu être des expériences et qui auraient pu nous permettre de revoir notre système de santé. Et maintenant, ça va devenir une nécessité. Voilà. D'accord. Sur un autre sujet, mais qui est assez proche, parce que ça touche quand même la santé, défendre les personnes en situation de handicap. Bien sûr, mais ça, on a une loi autonomie. Aujourd'hui, on a un souci sur la prise en charge des personnes en situation de handicap. Tout à fait, mais il y a encore plus que ça. C'est qu'en fait, nous attendions pendant le mandat précédent, et encore, moi je suis arrivée dans les 2 dernières années, ils attendaient déjà depuis longtemps. Hein. Moi, je devais avoir la loi pour l'autonomie qui est arrivée en fin de mandat, mais avec un très faible montant proportionnellement à la demande de terrain. Donc, il n'y a pas une prise en compte complète de ce qu'est l'handicap et l'autonomie. Alors moi, je parle de l'handicap et de l'autonomie, parce que c'est un vrai sujet. C'est-à-dire que vous avez à la fois l'handicap, l'inclusion, et à la fois, vous avez la prise en charge et puis la prise en charge des aînés aussi. Tout ça rentre dans la même... Pour moi, c'est la même chose. Et là, on n'a fait pour le moment que l'effleurer. Et je pense qu'on doit encore travailler, bien évidemment, dans le mandat qui arrive. C'est certainement une volonté de chacun des groupes politiques de s'impliquer sur ces dossiers. Et je peux vous dire que je m'y impliquerai. Pourquoi je peux vous le garantir? C'est que dès la fin du mandat, là, j'ai eu une mission sur les EHPAD déjà, et j'ai travaillé sur les EHPAD, la prise en charge des aînés, comment on va travailler sur le lieu de vie de l'aîné, c'est-à-dire que soit il est dans un EHPAD et comment on fait pour ouvrir l'EHPAD à l'extérieur. Ça, c'est un point important aussi, hein. Ça, c'est une priorité aussi dans votre programme, défendre les aînés. Ah oui, défendre les aînés et permettre aux aînés, où qu'ils soient à domicile ou qu'ils soient dans un EHPAD, d'être toujours dans un lieu de vie. Et c'est pas, je veux dire, c'est pas parce qu'on a perdu une autonomie, d'ailleurs c'est pareil pour le handicap, c'est pas parce qu'on perd de l'autonomie qu'on ne peut pas vivre comme tout le monde. C'est-à-dire avoir une activité culturelle, dans la limite de ce que l'on peut faire, bien évidemment, une activité sociale, et ça c'est indispensable pour le bien-être de chacun. Défendre les aînés, mais défendre aussi la jeunesse. Oui. Alors la jeunesse, quand on s'est retrouvés dans le Covid, je vous ai répété, j'étais à la commission affaires sociales, santé, travail. Et donc, j'avais une collègue qui travaillait sur la santé scolaire. Et là, j'ai dit, attendez, moi, je veux aussi travailler sur la santé universitaire. C'était encore presque précurseur avec tout ce qu'on a eu après. Et donc, j'ai abordé le sujet en allant voir les étudiants à Roubaix, puisque c'est sur ma circonscription.
et Croix d'ailleurs, parce qu'il y avait aussi, enfin, il y avait toutes les universités qui étaient sur ma circonscription. Et on a travaillé sur la santé mentale. Et donc d'abord l'isolement, la précarité. La précarité, beaucoup de jeunes qui ne pouvaient plus faire des petits boulots parce qu'il n'y avait plus et donc ils ne pouvaient pas subvenir à leurs besoins tous les jours. La précarité santé, on en avait aussi beaucoup parlé. Et puis bon, l'isolement. Et donc on a énormément travaillé sur ces sujets. On a mis encore un rapport. Il y a déjà quelques préconisations qui ont été prises en compte par le fait qu'on a maintenant des bilans de psychologues qui sont pris en compte. Mais il y a encore beaucoup de choses à faire sur ce sujet. Et là, à ce sujet, j'ai envie de dire sur la santé mentale des étudiants, il y a encore des sujets sur lesquels j'aimerais... Alors ça, c'est un sujet. Après, il y a tout ce qui est orientation. Et là, pour moi, il y a une transparence de Parcoursup. Je le vis au quotidien en étant aussi conseiller régional quand je travaille dans les premières orientations sur l'université, aux écoles. J'étais encore la fois dernière dans une école d'infirmières. Les écoles d'infirmières, c'est un vrai sujet. Ça sera un vrai sujet en septembre. Parce qu'en septembre, les étudiants ne seront pas obligatoirement sortis, la dernière année ne sera pas obligatoirement sortie et ne va pas rentrer obligatoirement dans les hôpitaux. Donc on aura déjà, qu'on a une pénurie dans les hôpitaux, je peux vous assurer que ça va rajouter une couche et c'est un vrai souci pour notre système de santé. Ensuite, il y a un manque d'attractivité de ces métiers parce qu'ils ont vu avec le Covid que c'était difficile. Et donc il faut savoir aussi qu'il y a des vocations qui malheureusement... Il y a des gens qui se sont présentés dans Parcoursup et qu'on envoie, moi je vois, j'ai des gens qui sont à Roubaix, qu'on envoie Parcoursup à Marseille. Et alors ils vont arriver je dis Marseille comme je pourrais dire n'importe quelle ville, attention, mais qui sont donc très très éloignés, vont devoir trouver un logement, etc. Donc qui vivent dans la précarité. Et moi je regrette que le critère géographique pour des jeunes, surtout pour les premières années de Parcoursup, ne soit pas pris en compte. C'est quelque chose pour moi qui est très important et qui permettrait d'éviter certaines précarités des étudiants. Et je ne donne qu'une ou deux thématiques sur lesquelles on pourrait parler de Parcoursup, mais Parcoursup, j'ai envie de plus de transparence et comprendre un peu comment on peut améliorer le système. D'accord. Vous dites aussi vouloir défendre une politique familiale, cohérente et ambitieuse. Oui. Alors, politique cohérente et ambitieuse, il y a deux sujets. La première, c'est que, évidemment, je défends la famille. Quand je me suis présentée, je vous ai dit, j'ai 3 enfants. Parce que pour moi, la famille, c'est important. Beaucoup de gens vont vous dire la même chose que moi. Mais je trouve que le gouvernement devrait, dès le départ, donner une allocation dès le premier enfant. Ça existait avant. Ça a été retiré. Attention, au bout de 3 mois, c'est ça ? C'est pas au premier enfant. C'est pas au premier enfant. Et donc moi, je trouve que dès le premier enfant, il faut qu'on ait une allocation. Ça montre que la famille a de l'importance. D'ailleurs, on n'a pas de ministère de la famille. Tout à fait. Voilà. Et je pense que c'est une mesure qui montrerait que d'abord, on s'intéresse à la famille, on s'intéresse à la famille qui est l'avenir de notre société. Voilà. Ça, c'est les premières choses. On s'intéresse aux droits de l'enfant. Donc, c'est pour ça que je vous dis la protection de l'enfant, je travaillerai toujours aussi dessus. Après, il est important aussi de travailler sur les crèches. Parce que si on veut, avec la parité, excusez-moi, je suis une femme, mais il y a quand même beaucoup de femmes qui vont travailler. On ne peut plus ne pas travailler maintenant pour se payer un logement. Si vous n'avez pas, si les 2 personnes dans un couple ne travaillent pas, vous ne pouvez pas vous loger. Donc il faut que les femmes puissent travailler. D'ailleurs, il y a une réalité, elles ont envie de travailler. Et il faut qu'on leur donne la possibilité d'aller facilement mettre leur enfant dans des crèches. Donc il faut aussi favoriser tout cela. Cette égalité professionnelle et favoriser la politique familiale, c'est aussi aider les femmes à pouvoir avoir des enfants, mais avoir la possibilité de vivre leur vie professionnelle aussi. Voilà. Il y a également une partie où vous voulez développer économiquement le territoire, notamment en facilitant la reconversion des friches industrielles. Tout à fait. Et là encore, ça vient du terrain. C'est pour ça que je vous dis que c'est important qu'un député connaisse son terrain parce que c'est à partir de là, parce que soit quand on est député, on va avoir un projet de loi qui vous est donné, vous le décortiquez et puis vous essayez de voir ce que vous pouvez amender, ou de vous-même comme moi avec la loi sur le protoxyde d'azote, c'est un sujet qui n'est pas abordé et je vais pouvoir l'ajouter quand j'ai une niche parlementaire la journée où je peux proposer une loi. Et
J'étais sur le terrain, j'étais notamment à Ouascal, en train de visiter avec la ministre Agnès Pannier-Runacher l'entreprise, je ne sais pas si on peut le dire, mais une entreprise de Ouascal, on va dire. La ministre venait parce qu'il y avait un projet sur le département d'une nouvelle implantation, donc une succursale, une nouvelle implantation de cette entreprise sur le territoire. Et en fait, cette entreprise, elle avait cherché du terrain, elle pensait aller s'installer au Portugal. D'accord. Et l'État a dit, parce cette personne a rencontré la ministre et la ministre a dit non, il faut rester en France, on vous aidera. Donc je pense qu'avec le plan de relance, c'est la raison pourquoi la ministre venait. Et là, il explique qu'il a des grosses difficultés avec les friches industrielles sur l'implantation de sa nouvelle entreprise. Dommage. Et donc, parce qu'il avait des normes, et lui, il avait des comptes à rendre parce que son implantation d'entreprise devait se faire dans un délai suffisamment court pour permettre à la production de se faire, parce qu'il avait des investissements à faire, et on lui avait donné, parce que c'était une entreprise, on donnait des financements, et ces financements, il fallait que l'entreprise soit vraiment existante d'ici septembre de cette année d'ailleurs. Et donc, il avait un temps court pour pouvoir avoir son implantation. Et il avait des démarches administratives qui bloquaient l'implantation de son entreprise. Et là, la ministre dit c'est au député d'essayer de légiférer pour changer ces normes. Alors, moi, c'est pas rentré dans l'oreille d'un sourd. Je me suis j'ai pris ce dossier et en fait, j'ai voulu travailler sur le fait que quand une friche industrielle qui a une visée économique et donc les études, impact, etc. ont été faites dans les 5 ans ou 10 ans, on puisse tout de suite, quand il y a un nouveau projet, on ne soit pas obligé de refaire ses études pour pouvoir très vite pouvoir lancer les implantations. Et je pense que c'est quelque chose qui est... on est une région, j'ai envie de dire même sur notre métropole, où les friches industrielles, ça va être le foncier denrées rares sur notre... Si on veut pas artificialiser les sols, c'est le seul souci, c'est d'utiliser les friches industrielles. Donc il faut enlever des normes, il faut permettre administrativement qu'il y ait certaines levées pour aller plus rapidement à l'implantation de ces entreprises. Voilà. Vous dites aussi défendre la transition écologique et énergétique. Oui. Alors tout à l'heure, on parlait des vêtements seconde main, etc. Oui. Ça en fait partie, j'imagine? Oui, tout à fait. Mais après, il y en a plein d'autres, bien évidemment. Alors, je pourrais vous parler de la transition énergétique. On l'avait parlé aussi avec les... Alors, je pense que nous avons, encore une fois, on va partir du terrain. Nous sommes dans une circonscription avec un habitat ancien. On a un habitat industriel, on est dans des villes avec encore un habitat ancien. Il faut aider ces habitats anciens à pouvoir se rénover. Ce sont des passoires énergétiques. La plupart des gens qui sont dans des habitats anciens n'ont pas obligatoirement les moyens de pouvoir faire ces rénovations et donc il faut plus les aider. Et je pense que soit dans une politique de la ville ou soit dans des quartiers qui seraient ciblés peut-être dans un périmètre, il faut aider plus ces quartiers à pouvoir se rénover énergétiquement. Nous n'avons pas d'autre solution pour pouvoir nous permettre de ne pas avoir une passoire et avoir un effet de serre au-dessus de notre métropole. Ça, c'est une des premières choses. Après, je vais parler de mobilité. On cherche évidemment à développer, on va développer toutes les mobilités douces, heureusement. Donc on a aussi le travail, ce n'est pas la compétence d'un député de travailler sur l'aménagement urbain et permettre à toutes ces mobilités douces de pouvoir partager la route avec les voitures. Mais il y a aussi une chose, c'est que je pense qu'on vient de plus en plus à l'électrique. Venant de plus en plus à l'électrique, il va falloir faire de plus en plus de bornes de recharge dans notre région et ailleurs, mais notre région en a besoin aussi. Et donc je pense qu'il faut inciter, par exemple, je n'ai pas de normes exactes, mais il faudrait dire qu'une ville qui a tant de milliers d'habitants doit avoir tant de bornes de recharge et des aides évidemment en commune pour permettre l'implantation de ces bornes de recharge. Vous ne pourrez pas acheter de véhicules électriques si vous ne voyez pas de bornes qui s'installent un peu partout. Donc ça, c'est la première chose. Donc ça, c'est l'espace public. Et après, c'est peut-être de se dire que si on a une voiture, faciliter aussi la démarche de pouvoir installer des bornes chez soi. Je pense que la démarche des bornes de recharge doivent être prises en compte dès maintenant. Ça, c'est une des premières choses. Après, je pourrais vous dire, j'ai plein d'autres idées dans la tête, mais il y a aussi tout le recyclage des batteries. Parce que nous sommes une région qui a été, et j'en suis fière,
pris en compte comme ceux qui allaient construire on va construire nos batteries dans notre région. Il est évident que tout le recyclage des batteries, ça va être une économie aussi à mettre en place. Et donc, il y a toute la recherche et beaucoup d'argent à mettre sur ces sujets, mais qui sont primordiaux. Alors, vous dites dans votre programme, vous voulez renforcer les moyens de l'action, les moyens d'action de la police. Oui. Alors, bien sûr, la police. Alors d'abord, heureusement qu'on a la police. Moi, je suis admirative du travail de la police. Je suis d'abord admirative des polices municipales comme nationales. Elle fait un travail remarquable et ça, faut d'abord le dire. Maintenant, c'est compliqué. Compliqué pour deux raisons. D'abord parce qu'il y a toujours la charge de la preuve, parce qu'il faut qu'ils aient des preuves pour que la justice puisse faire. Donc c'est toujours un travail qui est très long et que les gens sont toujours frustrés parce qu'ils ne voient pas immédiatement le résultat du travail de la police. Mais je vous dis qu'il y a un travail dans l'ombre qui se fait. Malheureusement, c'est sûr, ils ne sont pas assez nombreux, je pense. Et ça, de toute façon, même eux vous le diront. Et on a besoin d'avoir plus de policiers et plus de moyens qui leur sont donnés. Moyens, dans quel sens? C'est leur permettre d'avoir, tant au niveau des villes qu'eux-mêmes, des caméras. Ça les aide. Il faut toujours penser à la charge de la preuve. C'est-à-dire que vous pourrez avoir beaucoup de policiers partout, mais il y a toujours la charge de la preuve. Donc la caméra, tout ça va permettre de pouvoir donner la preuve du délit occasionné. Donc ça, c'est important. Ensuite, je pense qu'ils ont besoin de matériel, ils ont évidemment besoin de moyens humains et il faut aider aussi les polices municipales. La police municipale fait un travail remarquable. Maintenant, je pense que les polices municipales sont vraiment en lien fort avec les polices nationales. Donc ça, il y a un travail, je dirais vraiment, de réseau qui s'est créé et qui est remarquable avec des réunions. Moi, j'assiste en tant que députée et puis j'assistais avant en tant qu'élue à des réunions mensuelles sur la circonscription de toutes ces polices avec la police nationale. Donc il y a vraiment un travail de réseau et qui se fait maintenant à une échelle très concrète avec des bailleurs sociaux, avec des... On implique les partenaires. Ah oui, avec les partenaires, locales. avec les gens qui aménagent le territoire. Enfin, voilà. Je pense qu'il y a un vrai travail concret. Il leur faut plus d'hommes, plus de moyens et il y a aussi d'autres choses qu'il faut faire, c'est qu'administrativement parlant, je donnerais aussi plus de moyens à la police municipale. D'accord. Un exemple, je ne vais en donner qu'un seul, c'est par exemple sur le registre des voitures. Un policier municipal n'a pas le fichier des voitures volées, etc. Donc il est obligé de se renseigner auprès de la police nationale. Je trouve ça dommage. Effectivement, bel exemple. C'est un petit exemple. Un bel exemple. Bon, je pense qu'on a fait un peu le tour de vos priorités, en tout cas ce qui était indiqué sur le programme. Un petit mot sur l'abstention. En 2017, le taux d'abstention au premier tour des législatives était de 54% sur notre circonscription, 61% au second tour, soit plus de la moitié des électeurs inscrits. Qu'avez-vous envie de dire à ces habitants qui ne comptent pas aller voter dimanche et qui ne croient plus en la politique? D'abord de venir voter, mais je vais vous dire, c'est en ça que mon premier message quand je suis devenue députée, ça a été de dire il faut que je travaille les réseaux sociaux pour expliquer qu'est-ce que c'est qu'un député. Je passe beaucoup de temps dans les écoles, au travers de mes rencontres, pour expliquer le quotidien d'un député. Pour dire, c'est pas que ce que vous voyez dans les médias ou autres uniquement qui est en fait un peu le cinéma vous voyez, le côté un petit peu... La vie concrète d'un député, c'est moi je passe 2 ou 3 jours au moins à Paris, le reste du temps je suis dans la circonscription, je travaille non-stop et j'ai besoin d'expliquer que d'abord je suis une femme comme tout le monde, je suis un homme comme tout le monde, enfin je veux dire un humain comme tout le monde et que j'ai une vie concrète et je suis là auprès des habitants. C'est très important d'expliquer qu'on n'est pas dans une haute sphère quand on est député. Je ne suis pas dans une bulle, moi j'ai les 2 pieds ancrés. Et je vais vous dire, si j'ai choisi d'être avec Pascal Nice c'est mon suppléant. Et pourquoi j'ai pris Pascal Nice? C'est parce qu'il est chef d'entreprise, ça veut dire que pour moi c'est encore quelqu'un qui est sur le terrain de l'entreprise. Vous savez que pour moi la valeur travail c'est quelque chose qui importe beaucoup. Et ensuite que ça fait je ne sais plus combien de mandats où il est élu de sa ville et qui connaît le terrain. Et moi ça c'était important. Et je voulais absolument montrer qu'on a l'ancrage.
c'est quelque chose de vraiment très important. Et c'est ça que je voulais montrer. Et tout mon message, que si je devais vous dire ça aujourd'hui, ne croyez pas, les députés sont là pour vous représenter. Donc venez voter, c'est trop important. C'est très bien parce qu'en plus vous enchaînez, parce que j'allais vous laisser encore quelques secondes pour justement passer le message à cette caméra, puis surtout convaincre les électeurs de voter pour Valérie Six le 12 et le 19 juin prochain. Donc vous avez quelques secondes encore. Eh bien écoutez, c'est très simple, venez voter le 12 et le 19 juin pour Valérie Six, parce que c'est la seule candidate qui connaît aussi bien un Croisien, un Lissois, un Ouescalien, un Touflersois, un Émois, un Lersois. Et je crois que j'ai fait le tour de ma circonscription. Si j'ai oublié quelqu'un, sachez que je les connais tous, parce que ça fait 20 ans que je travaille sur le terrain. Voilà. Encore merci Valérie Six d'avoir accepté cette invitation. Quant à nous, on se dit à très bientôt pour d'autres vidéos citoyennes et d'autres interviews. Ciao!